La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, bienvenue à notre live de ce soir. On va commencer dans quelques petites minutes. On va juste attendre encore 1 ou 2 minutes que tout le monde puisse se connecter. Voilà, là vous êtes déjà 24 participants. On va attendre 2, 3 petites minutes et puis après je vous présenterai rapidement l'introduction et on pourra commencer. Ouais, ça grimpe. 27. Bon, ben, je propose qu'on commence. Donc encore une fois, bonsoir. Bienvenue à tous et bienvenue à notre session libre Réussissez vos soutenances sans stress et comment bien préparer une présentation orale. Je me présente rapidement, moi c'est Marion, je travaille chez Open Classroom et nous serons ensemble pendant 1 heure durant ce live. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Aurélien Vast. Aurélien, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je m'appelle Aurélien, j'ai 33 ans, je suis ingénieur en études et développement depuis une dizaine d'années. Je travaille en clientèle pour du développement web et ça fait un peu plus de 5 ans que je suis mentor chez Open Classroom sur tout ce qui est développement web. Voilà, top, merci. Bon, du coup, très rapidement, le contenu de ce live, bon, comme le titre l'indique, Aurélien va vous partager des indications et des bonnes pratiques sur la manière de bien préparer sa présentation orale et de la réussir. Donc concrètement, comment ça va se dérouler? Du coup, Aurélien va vous faire une présentation et ensuite, à la fin de la présentation, il y aura une partie de questions-réponses. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de poser vos questions tout au long du live sur la partie questions, sur l'onglet questions que vous avez sur la plateforme. Et ensuite, pendant la partie questions-réponses, à la fin, vous aurez l'opportunité de lever la main. Donc voilà, comme vous le voyez à l'écran, vous avez le petit outil lever la main. Et à ce moment-là, du coup, je vous donnerai l'opportunité de parler en live et de pouvoir discuter avec Aurélien. Donc, soyez pas timide. Toutes les questions sont bonnes à prendre et sont intéressantes. Et c'est vraiment une super opportunité de pouvoir parler en live avec Aurélien ce soir. Et puis voilà, donc, si certaines de vos questions qui sont posées dans le chat, si on n'a pas la possibilité de les aborder pendant le live et qu'elles restent sans réponse, on prendra le temps quelques jours après de s'y pencher et de vous répondre. Et aussi, le live est enregistré, donc vous aurez la possibilité de le revisionner à tout moment. Voilà pour la petite introduction. Du coup, Aurélien, je te laisse la parole. Donc, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de comment préparer une présentation orale. Alors, comme Marion l'a dit, c'est un ensemble d'outils, d'éléments qui peuvent vous aider. Après, tous les outils ne sont pas nécessairement bons à prendre pour toutes les soutenances ou pour toutes les présentations, mais l'idée, c'est que vous ayez un ensemble d'idées dans lesquelles vous puissiez piocher pour vous aider à préparer ça. Alors, au sommaire de ce soir, cette présentation, je vais parler dans un premier temps de comment passer sa soutenance au bon moment, comment bien choisir le moment auquel on va la passer. Ensuite, on abordera comment s'informer pour mieux se préparer. On verra ensuite préparer un support de présentation. Je parlerai un peu de la gestion du stress et de différents outils qui peuvent aider à gérer son stress. Et enfin, on passera à une partie de questions et réponses. Donc pour commencer, passer sa soutenance au bon moment. Alors, passer sa soutenance au bon moment, déjà, ça implique d'identifier l'avancement du projet et le reste à faire. L'avancement du projet, alors vous pouvez voir ça avec votre mentor. L'idée, c'est de réussir à identifier l'ensemble des travaux que vous allez devoir réaliser sur votre projet, savoir identifier à peu près pour chaque élément combien de temps vous pourriez passer pour le réaliser, donc quand vous pourriez l'avoir fini. Et quand votre avancement approche les 70, 80, 90%, là, vous pouvez commencer à réfléchir à planifier une soutenance. Planifier la soutenance, il vaut mieux le faire au moins 2 semaines à l'avance. Alors, je sais que dans l'outil, quand on arrive pour planifier sa soutenance, on nous propose directement des dates à 48 heures. C'est préférable quand même de planifier au moins 1 à 2 semaines à l'avance, tout simplement parce que le mentor évaluateur qui va faire passer votre soutenance, il faut qu'il ait le temps de pouvoir lire vos livrables, les analyser et les comprendre. Et en 48 heures, c'est très très court pour le faire.
Et aussi, il faut vous réserver un temps pour vous préparer. C'est pas parce que vous avez fini le projet que immédiatement vous êtes bon pour le passer. Il faut aussi pouvoir se préparer à la présentation orale en revoyant tous les éléments. Des fois, un projet peut durer 1 mois, 2 mois, on ne se souvient pas nécessairement de tout ce qu'on a fait au début. Donc bien tout se remémorer, tous les éléments, bien tout prendre en compte pour bien présenter, c'est important et donc il faut se réserver un temps pour ça. Pour commencer, donc s'informer pour mieux se préparer. On va commencer par la partie analyse du contexte. Alors l'analyse du contexte, ça commence déjà par le type d'interlocuteur. Vous pourrez avoir différents types d'interlocuteurs en face de vous quand vous passez une présentation orale. Il y a 3 grands types qui reviennent assez régulièrement, qui sont le client, le technicien et le fonctionnel, donc généralement chef de projet. Le client, ce qu'il va attendre est différent du technicien et de la personne qui est fonctionnelle. Le client, ça va plus être sur son besoin. Le client a un besoin. Il faut savoir le comprendre et lui expliquer comment vous l'avez compris ce besoin. Le client s'intéresse aussi au fonctionnel. Lui, ce qu'il veut, c'est un résultat avec des fonctionnalités qu'il va pouvoir utiliser. Donc, il faut lui présenter toute la partie fonctionnelle, toute la réalisation. Et cette présentation, ça va passer par la mise en pratique en montrant votre travail et comment l'utiliser. Et dernier point aussi, le client, il travaille pour une entreprise ou il a sa propre entreprise et il va toujours bien aimer qu'on mette en avant sa marque. Ça va lui montrer que le travail qui a été réalisé réellement pour lui, pour son besoin. Quand on va être sur un technicien, on va plus s'orienter sur l'analyse du besoin, c'est-à-dire comment on a compris le besoin, mais surtout comment on traduit ce besoin en choses que l'on va réaliser. Donc, ça va être l'organisation technique de notre travail, le choix des technologies sur lesquelles on va travailler et l'architecture sur laquelle on organise tout notre travail. C'est un ensemble d'éléments qu'il faut vraiment orienter pour présenter au technicien. Le technicien a vraiment besoin de comprendre comment vous avez réfléchi votre travail et comment les solutions que vous avez choisies correspondent aux besoins qui a été énoncé à l'origine. Quand on va s'orienter vers quelqu'un de fonctionnel, on va plus être sur l'organisation. Donc l'organisation du projet, si c'est un projet en équipe, quels sont les membres de l'équipe? Comment les différentes tâches ont été assignées à différentes personnes? Si vous êtes seul, ça va être la gestion des tâches. Dans quel ordre vous allez gérer les tâches? Est-ce qu'il y en a qui sont prioritaires par rapport à d'autres? Comment vous allez aussi gérer les deadlines, donc les dates de fin, prévisionnelles pour toutes vos tâches? Comment vous gérez votre avancement et comment vous allez identifier les problèmes et trouver des solutions à ces problèmes. Et un deuxième point important aussi sur la préparation à l'oral, c'est le moment du projet. On va avoir différents projets et on va faire une présentation pas nécessairement à la fin du projet. On peut avoir une présentation qui se déroule au début du projet, au milieu du projet ou à la fin. Au début du projet, on va vraiment être sur une phase de pré-projet, donc sur l'analyse du projet, la compréhension du besoin, les choix qui ont été effectués et vraiment le travail de préparation sur comment vous allez pouvoir réaliser votre projet par la suite. Sur un milieu de projet, on a un projet qui est déjà commencé, le travail est commencé, mais il n'est pas terminé. Et pendant cette présentation, le but, c'est de montrer l'avancement du projet. Qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui? Quelles difficultés on a pu rencontrer et quelles solutions on a mis en place pour surmonter ces difficultés? Ça va être aussi les difficultés rencontrées pour lesquelles on n'a pas encore de solution. Mais à ce moment-là, il faut aussi réussir à proposer des pistes de solutions pour la suite. Une fin de projet, c'est quand le projet est terminé complètement. Là, on va vraiment parler de la réalisation du projet. Qu'est-ce qui a été fait? L'état dans lequel il est aujourd'hui. On va essayer aussi de faire un feedback de ce projet. Le feedback, c'est tout simplement prendre du recul. On se dit, voilà, on a fait ce projet de telle façon. Il y a des choses qu'on a fait qui étaient bien, il y en a qui étaient peut-être moins bien, il y en a qui sont améliorables. Et l'idée, c'est de vraiment prendre du recul pour se dire, si je devais refaire ce projet-là, comment je pourrais faire pour mieux le faire, pour gagner du temps, pour qu'il soit plus performant, pour voilà, vraiment savoir prendre du recul sur ce qu'on a fait. Et bien entendu aussi les perspectives d'évolution. On a un projet qui est terminé dans un état, ça n'empêche pas qu'il puisse potentiellement être continué et amélioré par la suite. On a aussi un temps de présentation. Alors le temps de présentation, on va l'identifier dans un premier temps. Alors généralement, on le précise à la planification de la réunion à laquelle on va présenter. Ce temps, il faut réussir à l'adapter. Alors déjà, quand on planifie une réunion pour une présentation, on sait qu'on va avoir une partie de la réunion pendant laquelle on présente. Généralement, on l'estime à environ 60% du temps de la réunion. Il faut toujours prévoir dans cette période
un temps complémentaire sur lequel les interlocuteurs vont pouvoir poser des questions, intervenir, voire débriefer à la fin. On a souvent un temps qui est imposé aussi. On ne peut pas tout présenter pendant une présentation, on ne peut pas tout détailler au maximum. Donc il faut savoir synthétiser. Alors généralement, moi ce que je recommande, c'est pas d'avoir un temps fixe. Si on dit 10 minutes de présentation, il ne faut pas se dire à 10 minutes pile j'arrête, même si j'ai pas fini de présenter. On se prévoit une petite marge, on a toujours des gens qui vont parler plus vite ou moins vite que d'autres, qui vont prendre un petit peu plus ou un petit peu moins de temps. Donc on essaie de s'adapter à plus ou moins 20%. Donc si on a 10 minutes pour présenter, on essaie de se fixer entre 8 et 12 minutes pour réussir à présenter. Ça laisse un petit peu de marge pour être aller plus ou moins dans le détail et adapter plus ou moins sa façon de communiquer. Et toujours, du coup, prévoir bien un temps de questions et réponses à la fin. Ensuite, on va parler de l'adaptation de l'organisation au contexte. Donc, on a vu comment identifier le contexte de la présentation. Pour s'adapter, alors tout d'abord, si on doit faire une présentation à un client, on va parler plus de présentation du produit. Donc, ce qu'on va présenter au client, c'est la compréhension du besoin. On a bien compris de quoi il avait besoin. Cette compréhension, généralement, essayer de la reformuler. Il ne faut pas reprendre simplement ce que le client a dit, sinon ça n'a aucune utilité. Il sait ce qu'il a dit. Il faut essayer de reformuler avec ses propres mots. Ça va permettre de voir aussi si on a bien tout compris et si le client, dans ce qu'il a formulé, ça correspondait à son idée qu'il avait en tête. Ce n'est pas toujours le cas. Ça va éviter aussi certaines erreurs. Ça peut générer du stress, par exemple, si on arrive en pleine démonstration et qu'on se rend compte que ce qu'on a fait, en fait, ça ne correspond pas au client et le client va dire je ne comprends pas ce que c'est pas ce que je voulais. Si dès le début, on réexprime le besoin avec ses propres mots, le client va comprendre qu'il y a eu un malentendu, qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur ce qu'il fallait. Et au moment de la démonstration, il ne va pas revenir dessus parce que ça a été compris. Et on voit ça après et on corrige après. Mais ça évitera des périodes de stress pendant la présentation et des périodes d'imprévus. Au client, on va aussi lui présenter les fonctionnalités. C'est quand même ce qu'il souhaite, le client. Il souhaite qu'on lui montre ce qui a été réalisé, comment il va pouvoir l'utiliser et à quoi ça va lui servir. Et du coup, on va faire une démonstration complète de l'application. Alors, si on a développé une application, si c'est d'autres types de projets, on va faire une démonstration complète de tout ce qu'on a prévu. Et bien entendu, on fait une petite démarcation du produit. Donc, le produit, qu'est-ce que ça va lui apporter au client, en quoi notre produit va l'aider. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant la plus-value de ce que vous avez réalisé. Ensuite, si on est plus sur une présentation technique, on va, comme on l'a dit tout à l'heure, parler de l'analyse du besoin. Donc, en quoi ce besoin peut avoir des complexités, comment on va réussir à les résoudre, comment on va réussir à travailler avec. On va présenter du coup les choix techniques qu'on a pu réaliser pour répondre à ce besoin. Alors toujours, si on est sur du développement d'applications, ce n'est pas nécessairement le cas, on va parler d'architecture logicielle. Et on va aussi présenter les outils qu'on a utilisés, en quoi les outils qu'on utilise nous ont servi, en quoi ils vont nous permettre par la suite de pouvoir continuer à améliorer le travail qu'on a fait facilement. Donc, ce qu'il faut mettre en avant avec quelqu'un de technique, ça va vraiment être la maintenance et l'évolutivité du travail qu'on a fait. En quoi tout ce qu'on a mis en place va nous permettre de continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles par la suite. Et enfin, pour une présentation fonctionnelle, donc généralement avec un chef de projet, là, on va plus s'orienter sur l'organisation du travail. Donc, comment on a partagé le travail en équipe ou comment on s'est organisé soi-même sur la façon dont on allait travailler. On va aussi exprimer le respect des deadlines. Alors, les deadlines, c'est des jalons qu'on se fixe sur chaque tâche en début de projet pour essayer de réaliser le projet dans un temps imparti. On sait très bien que les deadlines ne sont pas toujours précises dès le début. Il va y avoir des décalages. Il y en a qui vont nous prendre plus de temps que prévu, d'autres moins. C'est pas un souci, ça c'est tout à fait normal. L'idée, c'est plus d'expliquer comment vous vous êtes adapté à ces décalages, comment vous vous êtes fixé les deadlines au début et comment vous vous êtes adapté par la suite. Et bien entendu, comment vous avez géré tous les problèmes que vous avez pu rencontrer par rapport à ce projet. Donc avec une présentation fonctionnelle, on est vraiment orienté sur l'organisationnel. Un détail qui est très important quand même sur la présentation, c'est l'esprit de synthèse. On n'a pas le temps de tout présenter dans le détail, donc il faut avoir un esprit de synthèse et savoir synthétiser. Alors, il y a deux phrases que j'ai notées qui sont: le temps de présentation est inversement proportionnel à la synthèse de présentation, et la synthèse d'un élément est inversement proportionnelle à l'importance de l'élément. Alors, je vais revenir dessus pour expliquer un petit peu plus. La première phrase, tout simplement, ça signifie que moins on a de temps de présentation, et plus il va falloir qu'on synthétise vraiment la présentation qu'on fait. Donc, moins aller dans le détail et plus aller à l'essentiel. Et pour un élément, eh ben, c'est le même concept. Plus l'élément est important, et moins on va synthétiser, donc plus on va aller dans le détail de cet élément. Alors, comment faire pour réussir à adapter le bon esprit de synthèse pour chaque élément de la présentation?
La première chose à faire, c'est de lister les éléments principaux, donc l'ensemble des éléments importants par rapport à notre projet et les éléments qu'on veut présenter. Et pour chaque élément, on sait qu'on a un temps global qui est de autant. On va essayer de diviser ce temps en le précisant pour chaque élément. Et certains éléments auront plus de temps que d'autres, tout simplement parce qu'ils sont plus importants. Donc, c'est vraiment ce calcul qu'il faut réussir à essayer à faire. Alors, c'est pas facile au début, mais avec l'expérience, au fur et à mesure qu'on fait des présentations, on arrive à se rendre compte des éléments plus importants et du coup à mieux gérer son temps par élément. L'idée, bien entendu, est à la fin toujours de rester dans le créneau approximatif de temps qu'on nous a imposé ou qu'on s'est imposé soi-même. On va passer sur la partie réfléchir à l'apport de son travail. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut présenter plus que le résultat. Un résultat, c'est déjà un bon point. On nous a demandé un travail, on a atteint un résultat, c'est déjà bien. Mais il faut aussi expliquer la démarche qui a conduit à ce résultat. Si on fait un développement d'un site web, arriver en présentation et présenter simplement une démo du site web, ça n'a que très peu d'intérêt. Au final, on aurait pu envoyer le lien à notre interlocuteur, il serait allé voir le site web lui-même, ça aurait été tout aussi efficace. Donc, il faut aussi essayer d'apporter vraiment la démarche et l'ensemble des éléments qui nous ont amenés au résultat qu'on présente. Donc, il faut parler des problèmes. Mais les problèmes, c'est pas simplement dire j'ai eu des problèmes, mais ça m'a bloqué. C'est aussi j'ai eu des problèmes. Ma façon de réfléchir, ça a été pour ce problème, je vais réfléchir à ça comme solution. Et je fais des choix et du coup, je choisis telle ou telle solution parce qu'elle m'apporte ça et ça. Et on a aussi des contraintes par rapport à un projet. On n'a pas toujours le choix sur tout ce qu'on va faire. On n'a pas carte blanche. On a des choses qui nous sont imposées. Alors, ces contraintes, ce sont des contraintes qu'on nous impose. Donc, il faut s'adapter par rapport à ça. Et c'est bien aussi de savoir expliquer l'adaptation qu'on a pu avoir. Donc, comment on a fait des choix pour répondre à ces contraintes tout en réalisant le projet qu'on nous a demandé. Et pour tout ça, il faut tout simplement savoir prendre du recul sur ce qu'on a réalisé. Il ne faut pas se contenter de faire. On nous donne un énoncé de projet à réaliser, il ne faut pas se contenter de lire l'énoncé et faire comme on nous a dit. Il faut réussir à réfléchir à pourquoi on nous demande de le faire. Qu'est-ce que ça va apporter de faire ça? En quoi ça répond aux besoins de la personne de réaliser ce genre de choses? Et si on arrive à comprendre en quoi on arrive à répondre aux besoins de notre client ou de notre expert technique, on arrive à mieux réaliser les choses. On va faire quelque chose qui correspond bien plus à ce qu'il attend. Et on saura bien mieux expliquer aussi quelle était la démarche qui nous a amené à faire ces choix et pour répondre à son besoin. Donc, il faut bien identifier les intérêts et les apports du travail qu'on apporte, enfin, du travail qu'on réalise pour le client. C'est pareil, un même projet, si on le fait faire à 10 personnes, on aura peut-être un résultat très similaire pour les 10. Pour autant, on aura beaucoup de nuances et de différences sur la façon dont ça a été fait. Et il faut savoir expliquer ce que nous, on apporte par rapport aux nuances qu'on a pu apporter justement à ce projet. Donc, si on résume un peu, il faut analyser, il faut détailler, il faut comparer et expliquer ses choix. Donc, quand on rencontre un problème, quand on rencontre une contrainte, il faut se renseigner sur des solutions. Comment on peut apporter, quel type de solution on peut apporter par rapport à ce problème ou cette contrainte. Une fois qu'on a identifié quelques solutions qui nous paraissent intéressantes et qui pourraient correspondre à notre besoin, on va essayer de détailler les informations principales de ces solutions, entre autres en comparant les avantages et inconvénients de chacun. Et une fois qu'on a détaillé les avantages et inconvénients, on va savoir choisir de la manière la plus pertinente possible en disant ces avantages-là sont très intéressants par rapport à mon besoin et ces inconvénients-là sont assez minimes par rapport à ce que je dois réaliser. Et tout ça, il faut réussir à le mettre en relation avec son travail et avec le contexte du projet. Donc, il faut vraiment réussir à mettre en place tous ces éléments-là et savoir les expliquer lorsqu'on présente à l'oral. C'est ça qui va être vraiment intéressant lorsqu'on présente. Maintenant, on va parler de présenter un support de présentation. Alors, un support de présentation, c'est un diaporama. Ça va être, on va le voir après, avec différents outils. Je le rappelle très rapidement, j'avais déjà fait une présentation là-dessus. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil sur lequel se reposer. Il faut savoir que quand on fait une présentation, on va avoir un public en face de nous. Et c'est scientifiquement prouvé, les humains ont deux capacités cognitives principales qui sont la capacité auditive enfin, la mémoire auditive et la mémoire visuelle. On l'a tous les deux, mais on a tous une préférence pour l'un ou pour l'autre. Donc il y a des gens qui vont mieux retenir des choses qu'ils voient et il y a d'autres personnes qui vont mieux retenir des choses qu'ils entendent. Donc le fait d'associer un diaporama à une présentation orale, ça va nous apporter à la fois des éléments graphiques, visuels et des éléments
expliquer à l'oral. Donc on va réussir à cibler un maximum de personnes en faisant les deux en même temps. Alors pour préparer un support de présentation, la première chose à faire, c'est de préparer un plan de présentation. Alors j'ai identifié un ensemble d'informations assez récurrentes. C'est pas une liste exhaustive, vous pouvez ajouter des choses, et c'est pas non plus une liste obligatoire. Il y a des choses qui ne seront pas toujours nécessaires ou qui ne correspondront peut-être pas à votre façon de présenter. Mais je vais détailler un petit peu ces éléments quand même que j'ai identifiés qui sont assez récurrents. Il y a tout d'abord le contenu d'avancement, c'est le contenu que vous avez réalisé et là où vous en êtes dans votre projet. Donc ça va être les spécifications, ça va être les choix que vous avez réalisés, ça va être une démonstration de là où vous en êtes et peut-être d'autres éléments. Ensuite, il y a un rappel du contexte. Un rappel du contexte, c'est quelque chose qui me paraît assez important parce que quand on va arriver sur une présentation, on va avoir des interlocuteurs qui peuvent soit avoir été invités sans vraiment savoir ce que c'était que cette invitation et de quoi on allait parler, ou vous pouvez aussi avoir des gens qui, tout simplement, ont 5, 10 réunions dans la journée, qui les enchaînent et quand ils arrivent à une réunion, ils savent plus nécessairement qui va parler de quoi à quel moment. Donc rappeler le contexte, ça permet de remettre les gens vraiment dans le contexte de ce dont on va parler. C'est très rapide, c'est 1 ou 2 minutes pour réexpliquer pourquoi on est là et de quoi on va parler aujourd'hui. Mais ça peut être aussi un petit peu plus de détails avec, comme on l'a dit tout à l'heure, le rappel du besoin pour un client pour bien préciser ce qu'on a compris et voir si on est en accord avec ce que la personne voulait. On va aussi généralement retrouver une petite présentation personnelle ou une présentation de groupe, tout dépend si on a travaillé seul ou en groupe. Le but, c'est tout simplement de dire qui on est et pourquoi on est là. Et si on est en groupe, ça va être aussi l'occasion de présenter les différentes personnes du groupe qui ne seront pas nécessairement là à la présentation. On peut avoir des différents échanges entre les personnes à qui on présente et nous-mêmes. Et c'est intéressant pour ces personnes-là de mettre un visage sur un nom et de savoir qui est qui, pour savoir à qui poser les bonnes questions. Et ou une introduction. Donc une introduction, c'est un peu le même concept, c'est l'histoire de remettre dans le sujet de qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui et pourquoi on est là. On va ajouter aussi un sommaire. Alors le but du sommaire, c'est pour éviter les gens qui se posent des questions, est-ce qu'il va parler de ça ou pas? Donc tout simplement, au début, on présente rapidement les éléments, de quoi je vais parler aujourd'hui, quels sont les éléments dans l'ordre, et les gens savent à quoi s'attendre. Ensuite, j'ai identifié aussi une partie bilan-conclusion. Alors il faut savoir que le bilan et la conclusion, c'est deux choses qui sont différentes. On confond souvent, on pense que c'est la même chose. Pour rappel, le bilan, c'est quelque chose qui est plus tourné vers le passé, donc ce qui a été réalisé. L'idée, c'est de faire le bilan de là où on en est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans mon projet? Quels sont les problèmes que j'ai rencontrés? Quelles solutions que j'ai mis en place? Et où j'en suis aujourd'hui? La conclusion, c'est plus tourné vers l'avenir. C'est là, aujourd'hui, j'en suis dans cet état-là dans mon projet. Qu'est-ce que j'ai prévu pour la suite? Est-ce que j'ai des perspectives d'évolution? Est-ce que j'ai des choses que j'ai mis en place? Voilà. Une page de fin. Alors la page de fin, c'est un point qui peut paraître bête, mais qui peut avoir son importance aussi. Il y a quelque chose qui arrive très souvent sur des soutenances ou des présentations orales, c'est qu'une fois que la personne a fini de présenter, eh ben, elle arrête et on a un gros blanc qui peut durer 10, 20, 30 secondes avant que quelqu'un intervienne en disant est-ce que c'est fini ou que la personne se dise c'est bon, vous pouvez poser des questions. Et ce blanc, ça peut générer un gros stress pour la personne qui présente parce qu'elle ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas si les gens vont intervenir ou pas. Donc une page de fin, simplement pour préciser, c'est le moment de poser des questions. Ça permet d'éviter ce blanc et de préciser bien à tout le monde, même si on ne le dit pas à l'oral, que c'est le moment pour poser des questions. Pour éviter d'avoir une page vide avec juste le mot question ou un point d'interrogation dessus, on peut aussi ajouter des annexes avec, si on a utilisé des outils qui sont en ligne ou des choses comme ça, mettre quelques liens vers les outils qui peuvent intéresser les personnes qui nous écoutent. Et le dernier point, c'est une page de garde. Après tout, un diaporama, c'est un support visuel. Ça correspond un peu à ce qu'on peut retrouver dans un livre. Tous les éléments qui sont ici, on peut les retrouver dans un livre. Et avoir une page de garde, c'est un peu comme la couverture du livre. Donc, c'est les informations générales, qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui, qui on est. Et ça permet d'avoir aussi une page, si jamais on a une période d'attente pendant que les gens rejoignent, qui montre vraiment qu'ils sont bien au bon endroit et qu'on va bien parler de ça aujourd'hui. Voilà. Donc, dans quel ordre mettre ces informations? L'idéal, c'est de le mettre dans l'ordre chronologique dans lequel on a réalisé. Alors, généralement, sur un projet, dans un premier temps, on va découvrir le projet, on va analyser le sujet, on va réaliser une liste fonctionnelle de ce qu'on doit réaliser, on va s'organiser sur la façon dont on va le réaliser et on va faire un ensemble de choix. Ensuite, on va le réaliser, tout simplement. On va tester et vérifier que ce qu'on a réalisé correspond bien à ce qu'on voulait.
Et ensuite, il y a une étape de finalisation qui est tout simplement la vérification qu'on n'a rien oublié, que tout est bien, qu'il n'y a pas de petits détails qui manquent, voilà. Donc la découverte du projet, ben, ça va correspondre tout simplement à la page de garde, c'est les informations générales qu'on retrouve nous dans notre projet. Ensuite, sur l'analyse du sujet, eh ben, tout simplement, on rédige le sommaire, donc les points essentiels du sujet. La liste fonctionnelle, ça va correspondre à l'introduction et le rappel du contexte, donc un peu plus de détails sur le projet en lui-même et en quoi il consiste. Ensuite, sur la partie organisation, choix et un peu réalisation, on va parler du contenu organisé qu'on a réalisé et faire une démonstration. La partie test, ça va correspondre plus à la partie bilan-conclusion, donc vraiment la finalisation du projet. Et la finalisation en elle-même, eh ben, on arrive sur les questions annexes. Alors, spécificité du contenu, l'ordre chronologique, c'est souvent le bon choix pour la présentation. Ça n'est pas toujours le meilleur. Il y a certains cas où on va peut-être préférer un autre ordre d'organisation ou peut-être d'autres points d'organisation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours privilégier la compréhension en premier. Donc, il faut toujours que ce qu'on va présenter soit compréhensible facilement par les personnes qui nous écoutent, quel que soit l'ordre dans lequel on le présente. Et pour ça, déjà, il faut apporter des éléments qui se suivent. Donc, il faut essayer d'avoir un fil conducteur sur notre présentation pour que vraiment les éléments aient une cohérence dans l'ordre dans lequel on les présente. Et il faut aussi prévoir des transitions. Il ne faut pas passer d'une slide à l'autre ou d'un élément à l'autre avec rien qui coïncide entre les deux et qu'on se demande du coup où est-ce qu'on en est et pourquoi on est passé à ça, j'ai loupé un truc. Une fois qu'on a préparé tout ça, on va passer à la préparation d'un template de présentation. Alors, un template, c'est un modèle, c'est un peu le design de notre outil, de notre diaporama, comment on va le réaliser. Alors, pour ça, on va tout d'abord choisir un outil. Alors, il existe beaucoup d'outils pour faire des diaporamas. Les principaux qu'on peut utiliser, ça va être Google Slides, PowerPoint ou encore Canva. Il en existe beaucoup d'autres. Ils ont tous leurs avantages, leurs inconvénients. Ils ont tous des fonctionnalités en plus ou en moins que d'autres. Moi, ce que je vous invite, c'est à aller les tester, voir celui que vous préférez, ce qui convient mieux par rapport à votre façon de travailler et en choisir un avec lequel vous allez travailler. Ensuite, une fois qu'on a choisi l'outil, il y a deux possibilités pour réaliser notre présentation. Soit on va choisir un modèle de présentation déjà existant. Si on cherche sur Internet, on va en trouver plein de modèles gratuits ou payants. Et quand on va le choisir, alors l'avantage, c'est que c'est rapide et facile à utiliser parce qu'ils sont déjà tout prêts, il y a très peu de modifications à faire. On va trouver beaucoup de choix, comme je le disais. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est pas toujours gratuit. Il y a des templates qui peuvent être payants et il y en a certains qui sont limités en utilisation. L'autre choix, ça va être de créer soi-même son template de présentation. L'avantage, c'est qu'on va avoir un design qui nous correspond réellement. On va vraiment le faire par rapport à nous, notre façon d'être. Et on peut aussi l'adapter par rapport au client, par rapport au contexte du projet et vraiment avoir quelque chose de très adapté par rapport à ce qu'on veut faire. L'autre avantage, c'est que le template qu'on va réaliser, on peut le réutiliser à volonté. Une fois qu'on l'a créé et qui nous correspond, on peut le réutiliser la fois suivante si on est dans un contexte similaire ou l'adapter s'il y a des petites différences. L'inconvénient, c'est que ça prend du temps à réaliser. Il faut se prévoir un temps de quelques heures pour bien faire son modèle. Le tout, c'est de ne pas choisir au hasard. Il ne faut pas un modèle qui soit trop surchargé. Quand c'est trop surchargé, on va avoir du mal à lire et ça va complexifier la présentation. Il faut que le modèle soit relativement adapté au contexte, pardon. On ne va pas choisir un thème avec des bonbons pour présenter un projet de développement, ça n'aurait aucun rapport. À moins que le client soit un vendeur de bonbons, à ce moment-là, pourquoi pas. Il faut essayer d'intégrer des logos, des éléments visuels dans le thème et dans la présentation. Il ne faut pas se contenter juste de mettre du texte et il ne faut surtout pas mettre des phrases complètes qu'on va lire. Il faut que les éléments du diaporama soient des mots-clés, des notions clés et qu'on vienne apporter du coup des graphiques et des images en correspondance avec ce qu'on présente. Et il faut qu'on vienne apporter le complément à l'oral pour plus de précision. Et toujours aller à l'essentiel dans le diaporama. Pas de chichi, pas de trucs en trop, pas trop de détails. Il faut toujours aller à l'essentiel. Pour remplir ces slides, comme je le disais juste avant, des éléments graphiques, c'est très important. Ça va attirer l'œil et ça va vous permettre de développer un peu plus par rapport à quelque chose qui s'affiche à l'écran. Donc ça permet de capter tout le monde sur ce genre de présentation. Il faut toujours synthétiser, comme je le disais, utiliser des mots-clés, des notions clés, des chiffres clés, des éléments clés.
Deux petites citations qui me plaisent bien. Un graphique est plus parlant qu'un gars sibylique. Alors, sibylique, c'est tout simplement un propos sibyllin. C'est un propos dont le sens est obscur, mystérieux, un peu symbolique. Donc, il vaut mieux avoir un élément graphique qui est parlant de lui-même plutôt que d'avoir une longue explication qui, au final, va perdre tout le monde. Et un dernier détail, l'abus d'animation est dangereux pour l'attention, à utiliser avec modération. On peut utiliser des animations dans les diaporamas, mais il faut essayer d'éviter d'en abuser. Trop d'animation, ça va casser la dynamique de la présentation. Et en plus de ça, quand on fait une présentation en visioconférence, les animations, surtout les déplacements d'écran ou les déplacements d'éléments, passent très très mal en visioconférence et du coup vont complètement casser votre présentation. Enfin, on arrive sur la partie gérer son stress. Alors, comment on va faire pour gérer son stress? Parce que c'est pas toujours facile d'être à l'aise quand on va parler à l'oral. Tout d'abord, il faut réussir à identifier les facteurs de stress. Alors, il y a un ensemble d'outils pour ça. Le premier outil, c'est le 5 pourquoi. Alors, j'ai une petite anecdote que j'aime bien pour expliquer ça. J'ai eu une étudiante qui a complètement craqué une fois pendant une présentation, qui a complètement perdu ses moyens. Et on a essayé ensemble d'identifier son stress. Alors, je lui ai demandé pourquoi elle était stressée. Elle m'a répondu parce que j'ai peur de parler à l'oral. Et je lui ai dit, et c'est pourtant, avec ta famille, avec tes amis, tu as pas de souci pour communiquer, tu arrives à parler sans problème. Oui. Alors pourquoi tu as du mal à parler à l'oral? C'est le deuxième pourquoi. Et ben, c'est plus que j'ai du mal à parler à l'oral avec des gens que je ne connais pas. Et ben, je lui ai dit, mais pourquoi tu as du mal à parler avec des gens que tu ne connais pas? Si tu rencontres un inconnu dans la rue et il te demande est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît, est-ce que tu vas perdre tes moyens et avoir du mal à lui répondre, à lui donner l'heure? Je pense pas, il va pas y avoir de souci. Alors pourquoi tu as du mal à parler avec les inconnus? Et en général, cette technique, voilà, quand on enchaîne 5 pourquoi, on arrive toujours à la fin au détail absolu de pourquoi. Alors on n'arrive pas toujours à 5, des fois au bout de 2, 3 ou 4, on arrive déjà au détail, mais au bout de 5, systématiquement, on y arrive. Alors n'hésitez pas à vous poser la question pourquoi je stresse et essayez de vraiment détailler pourquoi. Il faut prendre du recul aussi sur ces présentations. Quand on présente, il faut savoir essayer, comme on l'a vu tout à l'heure, d'analyser vraiment qu'est-ce qu'on va présenter, pourquoi on va le présenter et à qui on va le présenter. Et si on arrive à bien s'organiser et à se dire c'est ça qu'il faut que je fasse, on va avoir moins de difficultés parce qu'on sait ce qu'on va faire, on est conscient de ce qu'on va faire et on est bien mieux préparé pour le faire. Il faut savoir aussi écouter les commentaires et les critiques. Quand on fait une présentation, alors on peut le faire avec des amis de la famille ou on va le faire avec un évaluateur ou un public. Les gens vont nous faire des retours, on peut leur demander des retours et il faut savoir écouter les retours et se dire que si plusieurs personnes nous font le même retour, c'est probablement qu'ils ont raison et qu'il y a un souci à cet endroit-là. Et essayer à ce moment-là d'être critique avec soi-même et se demander comment réussir à améliorer ça. On va jamais être parfait du premier coup sur une présentation, il faut savoir s'améliorer au fur et à mesure. Il ne faut pas hésiter aussi à revoir ces présentations. Si vous en avez déjà fait et qui sont enregistrées, retournez voir. Quand on se voit parler, on se rend compte des fois de choses dont on ne se rend pas compte quand on parle soi-même. Et ça peut être très utile pour corriger certains tics ou pour corriger certaines choses qu'on a l'habitude de faire de façon automatique et dont on ne se rend pas compte. Et pas hésiter aussi à s'enregistrer. Si on veut se préparer avant une présentation, on utilise un outil sur l'ordinateur, on enregistre la visioconf et on peut revoir après ce qu'on a présenté et comment on l'a présenté et en quoi on pourrait améliorer. Alors, je vais vous proposer un ensemble d'outils pour gérer son stress. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive non plus, mais c'est un ensemble de choses qui peuvent vous aider à vous de voir lesquelles sont adaptées à votre stress. Alors, premièrement, répéter, répéter, répéter. Quand on stresse beaucoup, le fait d'avoir répété plein de fois avant, on a déjà vécu la situation plein de fois avant et du coup, c'est pas inconnu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est lire le diaporama en complet. Une fois qu'on a préparé notre diaporama, on le lance et on fait comme si on présentait, même si on est tout seul, c'est pas grave. Et on le lit au complet et on va souvent se rendre compte que la première fois qu'on le lit, on a des blancs, on sait plus ce qu'on avait mis, pourquoi on voulait en parler à ce moment-là. Et voilà. Une fois qu'on l'a répété plusieurs fois, c'est un peu plus automatique et on sait de quoi on veut parler, on se souvient de ce qu'on a dit quand on a répété et ça va beaucoup mieux. Pas hésiter à le présenter à sa famille, ses amis, son entourage aussi. Ça va permettre d'avoir un petit peu de stress parce qu'on le présente à d'autres personnes que nous-mêmes. Et ça va permettre aussi d'avoir des commentaires des gens à qui on les a présentés. Il ne faut pas hésiter à leur demander qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et ça va vous aider à vous améliorer.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas de famille, d'amis ou d'entourage à qui le présenter, qui ne sont pas disponibles, enregistrez-vous et regardez vous-même. Ça peut aider pas mal aussi. Et surtout, prenez des notes. Si vous le faites avec votre famille, vos amis, vos entourages, ou même si vous le faites vous-même, tous les commentaires qui peuvent être dits sont importants et les prendre en note, ça permet de s'en souvenir. Ça pourra vous servir aussi pour les commentaires présentateurs. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est un outil qu'on peut utiliser qui peut faciliter la présentation. Et utilisez tout ça pour vous améliorer et améliorer votre présentation à chaque fois. Préparer son environnement et son espace de présentation. Alors, l'espace de présentation, c'est votre bureau, votre ordinateur ou les éléments physiques sur lesquels vous allez présenter. Et l'environnement, c'est plus les outils, les livrables et ce genre de choses qui vont vous servir parce que vous allez les présenter. Alors, l'espace de présentation, vérifiez toujours votre espace de présentation, qu'il soit bien dégagé, que vous ayez l'espace dont vous avez besoin pour travailler, que ce soit un espace relativement isolé, que vous n'ayez pas de perturbations extérieures. Éloignez tous les éléments perturbateurs du champ de vision aussi. Donc, mettez votre téléphone en silencieux, évitez les perturbations sonores qui pourraient vous entourer. Et préparez-vous un verre d'eau. Pendant une présentation, quand on parle longtemps, on peut avoir soif, et avoir soif, ça peut faire dérailler la voix et stresser encore plus. Votre environnement, ça va être préparer l'ensemble des éléments à présenter. Donc, tous vos livrables, votre application, vos documents, tout ce que vous voulez présenter, ouvrez-les avant. Pendant une présentation, ça peut être très stressant aussi de se dire, faut que j'ouvre tel document, je sais plus où il est, faut que je cherche dans mes dossiers et tout, et on perd 2 minutes et après on perd complètement ses moyens. Donc si tout est ouvert d'avance, on sait qu'on va les retrouver facilement. Vérifiez l'accessibilité à ces éléments et leur affichage. Donc vérifiez qu'ils s'affichent bien aussi, qu'il n'y a pas de souci. Et nettoyer l'affichage virtuel, c'est tout simplement si vous êtes sur votre ordinateur, évitez d'avoir des éléments qui n'ont rien à voir avec la présentation et qui pourraient perturber votre présentation. Inspirez, expirez 15 minutes avant le début au moins. Donc, visez pas jusqu'à la fin et répétez pas jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute avant de préparer. Prenez au moins 15 minutes pour vous détendre. Prenez une pause, allez boire un verre d'eau, prenez l'air, faites des étirements, faites ce que vous voulez, mais faites autre chose que votre projet ou votre présentation au moins 15 minutes avant pour vous détendre. Pensez à autre chose, oubliez tous vos soucis et essayez de penser à quelque chose d'apaisant et vous arriverez beaucoup plus serein à votre présentation. Il faut encore inspirer, expirer, oui, mais là, ça va être pendant la présentation. Entre deux éléments, donc entre deux slides, entre deux phrases longues, entre une comparaison de deux éléments, prenez 2 secondes, respirez, soufflez et relancez-vous. Si vous enchaînez trop vite, à un moment donné, vous allez vous perdre ou vous allez perdre les personnes qui vous écoutent. Toujours prévoir l'invisible, je vous laisse voir ça. Voilà, pendant une présentation, tout peut arriver. On ne peut pas toujours tout prévoir, il peut y avoir quelque chose qu'on n'a pas prévu. Alors là, la personne justement a très bien réagi, si vous voyez. Elle a été perdue pendant 2 secondes, elle a repris son souffle et juste après, elle a souri, elle repart. C'est exactement ce qu'il faut faire. Si vous avez quelque chose qui n'a pas été prévu, qui arrive et qui vous perturbe, n'hésitez pas à prendre 2 secondes pour respirer. Il vaut mieux prendre 2 secondes, respirer et repartir dans de bonnes conditions plutôt que d'essayer d'enchaîner tout de suite et s'en mêler complètement dans ce qu'on dit. Gérer l'interaction aussi. Alors, il ne faut pas être passif sur les échanges que vous allez avoir. Il faut essayer d'être actif et de gérer la façon dont vous allez réaliser votre présentation et les réponses aux questions. Il ne faut pas hésiter aussi à interpeller les participants. J'ai déjà eu aussi quelqu'un qui était perdu en présentation parce que les participants n'intervenaient pas et ne disaient pas un mot. Il ne faut pas hésiter si vous avez des soucis et que vous voulez peut-être l'approbation que tout est bien. À chaque fin de slide, vous dites est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair pour vous? La personne vous répond, du coup, vous avez eu une interaction et vous allez être plus serein pour repartir et continuer sur la slide suivante. Et éventuellement, si vous le pouvez, prévoyez des petites activités qui vont faire intervenir les personnes sur votre présentation. Ça peut être aussi un moyen de les impliquer vraiment dans ce que vous allez faire et avoir quelque chose de plus sympathique et plus attirant sur votre présentation. S'adapter. Alors comme je l'ai dit juste avant, il y a des imprévus. Il faut savoir reprendre le contrôle de la situation. Il faut savoir rebondir après un impair. Donc il faut savoir respirer un coup et repartir sur de bonnes bases. On oublie ce qui s'est passé et voilà, on peut même des fois oublier des choses. On passe sur notre présentation, on a oublié un élément. Et bien tout simplement, on dit excusez-moi, j'ai oublié un élément, je veux revenir en arrière. Vous revenez, vous présentez l'élément et vous repartez normalement. Et là, c'est clair.
Des fois aussi, on ne sait pas trop si on va bien réussir à gérer notre temps. Il ne faut pas hésiter à prévoir des éléments supplémentaires ou facultatifs. Donc, des éléments supplémentaires, ça va être des éléments qui ne sont pas nécessairement importants. Mais si jamais on est allé trop vite sur notre présentation et qu'on a encore un peu de temps, ben, on a des éléments en plus qu'on va pouvoir présenter pour voilà, aller un peu plus loin dans la présentation. Et des éléments facultatifs, c'est le contraire. C'est des éléments qu'on n'est pas la nécessité de présenter. Et si jamais on est un peu trop long sur la présentation, on peut les passer ou on peut aller très vite dessus pour réussir à mieux gérer notre temps. Et à circonstances exceptionnelles, on fait des présentations exceptionnelles. Préparer des questions aussi. Pas hésiter à essayer de réfléchir aux questions qu'on pourrait vous poser. Donc, dans un premier temps, relire le besoin initial pour identifier les éléments importants. Réfléchir aux attentes de l'auditoire en fonction si c'est un client, quelqu'un de technique, quelqu'un de fonctionnel, quel type de questions ils pourraient nous poser. Et essayer de se mettre à leur place, justement. Si vous étiez à leur place, quelles questions vous pourriez poser? Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Et ça vous fait déjà une liste de questions qui pourraient potentiellement vous arriver et auxquelles vous serez déjà préparé à répondre. Demandez aussi l'avis de votre entourage, présentez-leur vos travaux si c'est possible et demandez-leur de poser des questions. Et comme ça, vous pourrez y répondre, noter ces questions et les préparer à nouveau. Repensez aussi à vos précédentes présentations. Les questions sur des notions ou sujets similaires vous ont déjà été posées. Si on vous les repose, il faut savoir y répondre la deuxième fois. Et les questions sur des cibles d'auditoire similaires, s'il y avait un client sur une précédente présentation, des questions auxquelles vous ne vous attendiez pas, il faut vous y attendre la fois suivante, ça risque d'arriver. Apprendre du passé pour améliorer le futur au final. Donc revoir ces présentations passées si vous en avez pour analyser les éléments qui ont eu lieu et mieux se préparer. N'hésitez pas aussi à demander un feedback après une présentation. Donc demandez ce que les gens en ont pensé, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qu'il faut refaire et qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Et prenez toujours les remarques et les critiques de façon constructive. Si on vous fait une remarque ou une critique, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré. Donc essayez d'y réfléchir de quelle façon vous pouvez l'améliorer. Je vais finir sur cette petite citation. C'est tout simplement, on peut se poser la question, est-ce qu'un expert en communication, c'est quelque chose qui est inné ou quelque chose d'acquis? Et il y a une citation de Frank Lloyd Wright qui dit, un expert est un homme qui a cessé de penser. Pourquoi penserait-il puisqu'il est expert? On va maintenant passer aux questions. Je suis à votre écoute si vous en avez. Une petite minute de méditation avant, si besoin. Voilà, bah du coup, moment des questions, donc n'hésitez pas. Soit vous posez vos questions à l'écrit et je les poserai à l'oral à votre place. Sinon, bah, vous avez la possibilité de lever la main et de prendre la parole. Alors, il y a beaucoup de questions déjà qui ont été posées tout au long du live, Aurélien, auxquelles j'ai Je répondu. suis en train de relire ça, oui. Voilà. Je te laisse virer les mains levées, par contre, moi, je les vois pas. Oui. Alors du coup, vous êtes timide ce soir. C'est peut-être tout clair. Alors, je vois qu'il y a eu beaucoup de questions sur les 48 heures et sur le fait de réserver 2 semaines à l'avance. Juste un petit rappel par rapport à ça. Tous les mentors ne sont pas des mentors à plein temps. C'est des personnes qui ont un travail à côté, qui ont une activité à côté, qui ont des journées qui sont très chargées et qui font du mentorat en plus de leur travail. Donc 48 heures pour voir des livrables, c'est pas toujours jouable très facilement quand on n'a pas de créneau disponible sur 48 heures. J'ai déjà eu des fois des soutenances qui sont planifiées le vendredi soir à 20 heures pour le dimanche soir. Et le samedi, c'est la seule journée où moi je travaille pas. Donc en gros, j'ai le dimanche matin sur lequel j'avais 2 sessions et bah voilà. Donc j'avais 1 heure le dimanche midi à la place de manger, je pouvais voir les livrables. C'est pas trop jouable, c'est assez compliqué à faire. Et mettez-vous à la place aussi du mentor. S'il n'a pas le temps de préparer, il va pas être content. Et s'il n'est pas content, il va être dur pendant la soutenance. Donc Mais voilà. prévoyez toujours 2 semaines pour lui laisser le temps et pour vous laisser le temps aussi de bien préparer votre soutenance. Il ne faut pas attendre la fin du projet que vous ayez tout fini pour planifier la soutenance, il faut le planifier un peu avant pour que vous ayez le temps de finir et le temps de le préparer. Donc 2 semaines, c'est pas déconnant et c'est pas énorme. Exactement. C'est exactement ce que je répondais rapidement. Et c'est vrai que ça a été, donc apparemment, peut-être qu'il y a eu des quiproquos, etc. Mais c'est la consigne hein, qui est sur votre centre d'aide. Donc vous pouvez aller voir l'article du centre d'aide côté étudiant. Donc c'est une recommandation, c'est pas une obligation. C'est bien pour ça qu'on laisse aussi les 48 heures dans des cas très exceptionnels. Mais c'est à la fois pour
pour le mentor, pour qu'il puisse s'organiser comme Aurélien vient de vous expliquer, mais c'est aussi à la fois pour vous. Et même dans une situation professionnelle, une présentation se fera rarement sous les 48 heures. Donc, c'est aussi pour vous, vous permettre d'avoir ce temps-là pour vous préparer, pour vérifier avec votre mentor que vos livrables correspondent bien, etc. Alors, il y a des mains levées, donc du coup… Alors, juste une dernière petite précision par rapport à ça. J'avais eu un échange avec la personne qui est en charge des développements chez Open Classroom et qui nous avait indiqué qu'effectivement, 2 semaines, c'est la recommandation. Si l'outil permet de le faire à 48 heures, c'est plus pour les cas exceptionnels de personnes qui sont en fin de financement et il leur reste 3-4 jours pour pouvoir faire la soutenance. Dans ces cas-là, effectivement, on l'accepte à 48 heures, mais toujours préféré 2 semaines. Alors, du coup, je vais donner la main à Gwen. Hop. Voilà, normalement, Gwen, tu es en live. Oui, bonjour. Gwen, je suis le parcours web, développement web. J'ai déjà suivi un parcours product manager pendant 1 an. J'ai pas eu un seul souci pendant 1 an avant que la mise en place du nouveau algorithme sur ces 48 heures ou ces 15 jours. Depuis l'algorithme, j'ai eu un réel quiproquo où, en fin de compte, il y a eu avec le mentor valideur comme quoi il me disait qu'il y avait une obligation des 15 jours et que je n'étais pas dans cette obligation. Donc, il fallait que je me plie à sa demande et que ça a posé des soucis. Donc, aujourd'hui, vous me dites qu'au final, que c'est 48 heures, c'est quelque chose pour exceptionnel. Donc, il faudrait changer l'algorithme, que quand c'est exceptionnel, on vient vers vous et non l'inverse. Alors, ça a été déjà remonté, si je peux me exactement, permettre. je pense qu'on n'est pas du tout sur ce sujet-là. Là. Enfin, voilà. Il y a des choses qui ont été faites qui sont bénéfiques pour certains étudiants. Après, c'est aussi quelque chose qui est du bon sens quand on parle des 48 heures qui sont exceptionnelles. À partir du moment où c'est communiqué et que tout le monde est au courant, je pense que c'est quelque chose qui est gérable. Voilà, dans la vie de tous les jours. En fait, c'est dans l'article, Marion, comme tu viens de le dire, il est dans l'article. Il n'est pas dans les, en fin de compte, dans les indications au moment de la réservation de l'évaluation. Oui, mais bon, tu vois, tu es au courant. Je suis au courant maintenant, mais je n'étais pas au courant en amont. Il y a eu de ma réservation. Il y a eu des communications qui ont été faites sur ce sujet, en tout cas, quand il y a eu les changements. Alors après, moi, je suis pas dans la partie des communications qui ont été faites à ce sujet-là, mais il y a des mails qui ont été envoyés, il y a des webinaires qui ont été créés sur ces sujets. Hein. Et puis, bon, mais je suis un peu avec le mentor également. Pareil. Pardon ? Je suis presque tous les webinaires et toutes les communications que j'ai pu avoir, je n'ai pas vu cette obligation. J'ai vu cette recommandation, mais pas une obligation. Et jamais entendu que c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est pas une obligation, c'est une très forte recommandation. Voilà. Et après, c'est l'appréciation de chaque mentor aussi. Si réellement le mentor a besoin de ces 15 jours, il faudrait dans ces cas-là allonger la date de livraison de dépôt des livrables. Parce que moi, en soi, je veux bien entendre qu'un mentor ou même un étudiant ait besoin ou n'ait pas besoin, mais qu'il faudrait que ça soit clarifié, que ça soit officiel et pas à libre choix dans ces cas-là. Il faut qu'en même temps, les règles du jeu soient posées en avance et pas qu'on les impose et que ça pose des quiproquos après entre les étudiants parce que ça les met en situation de difficulté au moment de l'évaluation. Déjà, si au moment de la réservation de l'évaluation, on est déjà en stress, imaginez-vous quand on va présenter devant ce mentor. Je vais laisser la parole aussi à un autre mentor du coup qui est présent et qui veut sûrement intervenir sur ce sujet-là. Comme ça, voilà. Du coup, merci. Bertrand, tu avais un petit truc à dire et puis après, j'aimerais qu'on passe aussi aux questions qui sont un peu plus sur le contenu du live de ce soir. Ok, merci Marion pour me donner la parole. Je me présente, je suis Bertrand, mentor sur différents parcours. Merci à Aurélien pour l'animation de ce live qui a permis de diffuser un certain nombre de bonnes pratiques et de conseils pour effectivement que les étudiants qui en ont besoin soient moins stressés en soutenance. Mais des fois, nous aussi, on est stressés quand on vous a en soutenance. Je voulais juste préciser, en fait, parce que je pense qu'Aurélien, il n'a pas forcément été bien compris. Il y a deux choses. Il y a le moment où vous demandez la soutenance.
Donc, nous, on souhaite, pour pouvoir s'organiser, réserver le créneau, que ce soit 15 jours, une semaine avant la date fatidique. Et puis, il y a la deuxième étape, c'est le dépôt des livrables. Le dépôt des livrables, ça a toujours été 48 heures avant la date de soutenance. Quand Aurélien s'est exprimé, on a un peu peut-être compris qu'il souhaitait que les livrables soient déposés 15 jours avant. C'est peut-être ce qui a créé un peu de malentendu dans les propos que je viens d'entendre. Voilà, il y a deux étapes. Nous, c'est vrai qu'avant, on avait un système qui était un peu manuel, compliqué pour nous. Aujourd'hui, il n'est pas optimal, mais work in progress, ça va s'améliorer. Donc, il faut bien distinguer ces deux étapes. Un mentor, il a besoin d'avoir une visibilité, parce que comme l'a dit Aurélien, il n'y a aucun mentor à temps plein pour Open Classrooms. On est tous en activité, soit salarié, soit de freelance. Et on a besoin de 48 heures. Moi, ça m'est arrivé avant-hier d'annuler une session, une soutenance. L'étudiante n'avait pas déposé ses livrables. Je n'ai pas le temps de préparer sereinement sa soutenance. Je ne peux pas examiner 150 pages de livrables le matin à 8 heures pour 10 heures. Donc, voilà. Mais bon, je ne sais pas si le nouveau système crée plus de difficultés que ça. Avant, c'est vrai que c'était nous qui demandions la soutenance pour notre étudiant ou notre étudiante. Donc, finalement, on essayait de respecter cette règle de 15 jours. Je souhaite que chacun puisse comprendre que pour nous, c'est vraiment nécessaire d'avoir cette visibilité pour bloquer des créneaux dans notre agenda. Et ensuite, le dépôt des livrables, 48 heures, ça a toujours été comme ça. Parce qu'effectivement, comme le dit Aurélien, on a quand même besoin de préparer sereinement. Et puis, vous avez fait souvent du bon travail. Et donc, ça mérite d'être lu, regardé, qu'on vous pose des questions pertinentes. Et si on ne tient pas ces délais-là, effectivement, c'est compliqué. Voilà, mais c'était juste pour abonder dans ce qu'Aurélien a dit, même si peut-être qu'il y a eu une petite confusion dans l'interprétation. Mais c'est exactement ce que je pense. Merci Bertrand. Ouais, mais il y a un peu de stress, c'est pour ça. Bah oui. Aurélien, merci beaucoup. Sur la présentation orale. Ouais, merci pour le taf en tout cas, et merci Marion, et puis bonne soirée à tous les étudiants et étudiantes qui sont là. Merci Bertrand. Alors du coup, j'ai une question qui a été posée à l'écrit par Timothée qui demande: est-ce qu'une présentation devant un groupe de plusieurs personnes doit être pensée différemment qu'une présentation face à une seule personne? Oui et non. Alors comme j'ai dit, on a différents types d'interlocuteurs. Il peut même arriver des fois qu'on ait un seul interlocuteur qui puisse rentrer dans deux types, qui soient à la fois technique et client. L'idée, c'est toujours essayer de s'adapter sur le point principal de ce que la personne attend. Elle va toujours avoir un attendu plus que l'autre. Si c'est quelqu'un de technique et client, généralement, il va plus attendre le côté client. Même si du technique en plus, ça peut être un petit plus, mais c'est vraiment une petite partie en général. Et quand on va faire une présentation à plusieurs personnes, il y aura toujours quand même une cible qui va être définie à l'amont pour savoir quelle est l'organisation de la présentation et quelle est la cible de la présentation. Et les autres sont plus en bonus, ils vont peut-être pas tout comprendre, ils vont peut-être pas être intéressés par tout. Mais voilà, faut essayer vraiment de se cibler sur un type d'interlocuteur et plus orienté pour ce type-là. Ok, merci. Je ne sais pas si du coup on a répondu à ta question, Timothée. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Aurélien? Ben, pas grand-chose en soi. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Après, j'ai été assez générique sur tout. Tout ce que j'ai dit, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment des outils, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et vous servir selon vos besoins. Ça n'empêche pas que vous n'avez pas besoin de tout et ça n'empêche pas qu'il y a peut-être des choses que je n'ai pas dites qui pourraient vous convenir. Donc réfléchissez aussi par rapport à vos soucis, par rapport à vos stress et par rapport à votre façon de présenter, de quoi vous pourriez avoir besoin et essayez de mettre en place ces choses-là pour vous, pour que ça vous corresponde vraiment à vous. Bon, alors il y a Timothée qui te remercie parce que la réponse à la question était très claire. Voilà, bah du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Gwen, du coup, est-ce que tu as eu plus ou moins des éclaircissements par rapport à tes interrogations? Je vais juste attendre que Gwen nous réponde sur le chat. J'ai vu tout à l'heure aussi quelqu'un qui a dit de ne pas oublier de se mettre un chronomètre. Si j'ai un tout petit peu le temps, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a les outils de présentateurs qui sont disponibles avec quasiment tous les outils de Diaporama. En fait, ça va être une deuxième fenêtre qui va s'ouvrir sur votre ordinateur, en plus de la présentation, sur lequel vous allez avoir le temps depuis lequel vous avez commencé votre présentation. Vous allez avoir la slide en cours, la slide suivante, la slide précédente. Si vous mettez des commentaires sur votre slide, vous aurez les commentaires. Et tout ça, bien sûr, n'est visible que par vous.
C'est un ensemble d'outils avec les diaporamas qui peuvent vous être très utiles pour bien organiser et bien gérer l'avancement de votre présentation. Ok, super. Bah, du coup, je propose qu'on conclue. Déjà, je te remercie Aurélien pour ton intervention. C'était très enrichissant et je pense que c'était très enrichissant pour tout le monde. Je vous remercie aussi à tous hein, les participants d'avoir assisté à notre live, d'avoir posé vos questions et de vous être intéressés. Donc du coup, petit rappel, le live est enregistré, il va vous être envoyé par mail demain. Donc vous pourrez le revisionner à partir de demain et ensuite on le partagera également sur l'événement Workplace avec, si vous avez des questions qui vous restent après ce live, vous avez la possibilité de les poser dans l'enquête qui va vous être envoyée après le live et donc on prendra également le temps d'y répondre et de publier ces réponses-là sur le groupe Workplace. N'hésitez pas à vraiment donner tous vos feedbacks, tous vos retours sur l'enquête qui vous est envoyée après le webinaire. On essaie de continuer à s'améliorer au fur et à mesure de nos lives. Donc voilà, c'est pour vous qu'on les fait. Donc votre avis est vraiment important. Et voilà, je crois que... Oui, Aurélien, vas-y. Dernière petite chose aussi, sur Workplace, il y a un groupe qui s'appelle Faire des présentations orales. N'hésitez pas à aller dessus aussi si vous avez des questions ou si vous voulez proposer des petites astuces ou des techniques ou si vous vous êtes enregistré et que vous voulez avoir de l'avis d'autres personnes, allez les poster dessus. Et voilà, n'hésitez pas à interagir sur ce groupe, ça pourra peut-être vous aider aussi. Super. Et ben merci à tous. Bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis bon week-end surtout. Merci Bonne soirée Aurélien. à tous.